ce qui m'a vraiment drivé, c'était le côté, j'avais envie de faire des choses, de passer à l'action et de tester. Moi, la GIE Entreprise, c'est comme un laboratoire. Tu peux tout créer, tout mettre en place, tout proposer. Et du coup, là, j'ai fait du conseil en mécénat et levée de fonds. Je voulais un truc avec un plus grand impact. Et donc, je me suis tournée plutôt vers tout ce qui est finance durable. Faire qu'en fait, ces entreprises, elles s'engagent, mais de manière financière, sur ces sujets. Où j'étais bras droit du CEO Europe de Philips. Donc après cet aspect très fonds d'investissement, je suis partie en start-up. Je suis donc Chief of Staff du CFO. Je travaille dans une société qui s'appelle Pascal, qui développe des ordinateurs quantiques. J'aime bien travailler sur un projet, un mois après partir sur totalement autre chose. Est-ce que je me sens utile? Travailler en fait sur des sujets de transition environnementale, sociale, c'est juste passionnant. Il faut faire des choses, essayer, et c'est le seul moyen de savoir si y a des métiers qui vous plaisent, il y a des métiers qui vous plaisent moins. Quelle mission dans votre quotidien vous avez envie de faire et ne pas être passif, attendre que l'opportunité parfaite arrive. Elle n'arrivera pas, il faut se la créer. Ouais. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des Insiders. Aujourd'hui, je vous présente Clémence et Marie et nous allons revenir sur leur expérience avant, pendant et après Escadrille. Donc Marie, je te laisse présenter Clémence et ensuite Clémence, tu pourrais présenter Marie. Ou l'inverse, comme vous voulez. Je peux commencer si tu veux. Allez. À ma droite, du coup, j'ai Clémence Mousset. Elle était responsable du pôle commercial au sein d'Escadrille. Elle a fait une prépa et puis elle a rejoint TBS par la suite. Et aujourd'hui, elle est dans tout ce qui est financement structuré durable. Ouais, c'est bien résumé. Et du coup, à côté de moi, j'ai Marie Bourdeau, donc, que j'ai rencontrée parce qu'on était dans le même pôle à la GIE. Et depuis, on s'est un peu suivis dans les parcours. Et Marie, avant ça, elle venait d'un DUT avant d'intégrer TBS. Et puis maintenant, elle fait un métier qui a un peu la cote, Chief of Staff, et chez Pascal, dans le quantique. Ouais, je vous laisserai en dire plus. Tu spoil. Je spoil un petit peu. Ok, du coup, on va revenir sur un petit peu comment vous avez grandi. Est-ce que vous avez toujours eu peut-être cette ambition? Enfin, qu'est-ce qui vous drivait avant d'arriver à TBS et d'intégrer Escadrille? Moi, j'ai toujours eu l'envie, je pense, après le lycée, de faire des choses et de découvrir aussi plein de secteurs. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de partir vers un DUT. Donc on a à peu près 15 types de cours différents, 15 matières différentes. Et ça m'a permis de faire des concours de négociation et partir dans la France faire des concours de négo. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas continuer vers une école de commerce après et rejoindre Escadrille. Mais ce qui m'a vraiment drivé, c'était le côté, j'avais envie de faire des choses, de passer à l'action et de tester. Ouais. Et moi, contrairement à Marie, c'était pas l'action. C'était plus, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc c'était garder un parcours assez généraliste et qui m'ouvrirait plein de portes parce que j'étais un peu indécise. Et du coup, moi j'ai fait prépa à l'époque, c'était ECS, maintenant ça n'existe plus. Et c'était très généraliste, donc ça m'a bien plu, j'ai pu découvrir plein de choses. Et je voulais toujours continuer d'apprendre. Et du coup, après, intégrer TBS, toujours dans une ligne un peu généraliste. Et puis la GIE. Donc là, c'était un petit peu pour mettre de l'action dans ma vie. Et du concret. Et donc, vous arrivez à TBS. Il me semble que toi, tu connaissais Escadrille avant. Oui. Ouais, et on t'avait dit quoi un peu comment t'as connu Escadrille du coup? Alors, j'ai connu Escadrille parce que j'ai rencontré un alumni pendant mes oraux qui m'avait pitché la GIE. Ouais. Et il m'avait dit que ça correspondrait bien un peu à mon envie du coup de passer à l'action et de réaliser des projets. Et surtout, j'aimais beaucoup la négociation. En DUT, il y a des cours d'ailleurs en L3 de négociation à TBS. Et le fait de ne pas rejoindre le pôle business, pour moi, c'était logique. Ouais. J'allais avoir des clients, pouvoir négocier, faire des propositions commerciales. Et puis, il y allait avoir un vrai projet. On a aussi travaillé avec les étudiants de l'école pour la réalisation des études. Et puis voilà, c'était aussi un peu le prestige de la jeune entreprise. C'est compliqué d'y rentrer. Et puis, quand il y est, tout commence. Ouais. Et du coup, toi, t'as connu en arrivant à l'école? J'ai connu grâce aux oraux. J'avais déjà pu rencontrer en fait des membres de la GIE. Je les avais repérés avec la petite veste. Et après, du coup, je me suis un peu renseignée. Moi, c'était vraiment pour... j'avais pas eu d'expérience professionnelle particulièrement avant.
comme a pu avoir Marie par exemple. Et moi c'était plus dans une logique découverte de certains métiers et avant tous les stages qu'on peut faire de manière obligatoire plus ou moins en école. Et puis le mot conseil quand t'es en école de commerce il t'appelle un petit peu et c'est ce qui ressortait donc ça m'avait attirée. Et du coup qu'est-ce qui aujourd'hui avec votre expérience comment vous définiriez une junior entreprise dans sa globalité? Pour moi la junior entreprise c'est comme un laboratoire où tu arrives, tu as plein d'idées, il y a des choses qui sont déjà faites, tu ne commences pas de zéro, tu as un réseau alumni, tu as des choses qui sont déjà mises en place, mais tu arrives avec plein de nouvelles idées et tu peux tout créer, tout mettre en place, tout proposer et surtout qu'importe ton rôle aussi à la JE, c'est pas, on n'est pas encore en entreprise où c'est vraiment très structuré, donc tu peux tout tester et proposer des choses et... Donc laboratoire. Ouais, c'est un bon exemple. Moi dans la continuité, mais plus petite entreprise que tu gères avec plus ou moins de galères et aller chercher les clients, faire des études. Une petite entreprise où tu testes, t'évolues, tu la fais grossir. Ouais, totalement. Ouais, c'est ça. Et vous, c'était un petit peu particulier. Vous étiez c'était le mandat du coup 2020. Donc année Covid, comment vous avez géré ça et est-ce que ça fait partie du coup de ce qui ressort un peu de votre expérience en JE? Pour moi, je pense que quand tu rentres en JE ou quand tu rentres en entreprise, tu vas devoir t'adapter de toute façon à plein de situations que tu pourras pas prévoir à l'avance. Alors le Covid, je pense que vraiment, c'était un peu trop. Voilà, c'était vraiment un gros test. Mais en fait, ça nous a juste appris à nous adapter. Et je pense qu'on a eu aussi, alors je parle aussi beaucoup pour le pôle business, où du coup Clémence était responsable, mais elle a vraiment essayé de garder le lien avec tout le monde, malgré qu'on soit à distance, qu'on soit confiné. Et le fait de maintenir la communication, et elle a toujours motivé les équipes en disant mais on continue les études alors que c'était compliqué de signer à cette époque. Et avoir une bonne communication, savoir s'adapter et du coup tu développes des compétences clés pour la suite. Ouais, c'est ça, et faire preuve de résilience aussi, parce qu'on avait plein de projets, et puis il y avait ce petit côté où chaque mandat challenge un peu le suivant, donc c'était un peu la déception de se dire que tu vas pas pouvoir atteindre tes objectifs, et du coup ça nous a aussi un peu montré que c'est pas grave de pas les atteindre et que tu peux faire ressortir bien plus de choses que juste un aspect commercial, parce que nous pour le business c'était ça notre moteur, c'était vraiment faire du chiffre et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire bien d'autres choses, que ça nous permettait de dégager du temps pour créer des trucs qui prennent plus de temps et l'allouer sur ça en fait plutôt qu'aller dans les tâches classiques. Et du coup c'est quoi votre meilleur moment, des moments marquants que vous retenez sur votre mandat? Pour ma part, je pense qu'un moment qui a été important, ça a été le congrès européen qu'on a fait à Bruxelles. Je crois qu'on a le même. Voilà. En fait, la possibilité, tu arrives en L3, tu as la possibilité de voyager, d'aller rencontrer des juniors entrepreneurs du coup de toute l'Europe, voire du monde entier. Et tu fais des conférences, tu rencontres des spécialistes, tu échanges aussi sur tes difficultés et tes réussites du quotidien. Et en même temps, ça reste que des étudiants, donc expérience étudiante incroyable. Donc je pense que ce congrès c'est incroyable. Pareil. Et c'était pas que pour la soirée. Non, et oui, voilà, c'est te faire sortir du cadre école, parce que quand tu vas rentrer dans une école, je trouve que tu fais tout pour t'intégrer au sein de celle-ci, mais t'oublies un petit peu qu'il y a un monde extérieur. Et moi, je trouve que la JE, c'est génial parce que c'est un mouvement qui va bien au-delà de ton école. Et ça te permet de rencontrer vraiment tout plein de gens, t'ouvrir à d'autres en fait, secteurs, parce que nous, on est école de commerce, mais en fait, finalement, c'est tout type aussi d'école en fait, que tu rencontres. Et te montrer aussi que y a plein d'autres applications que toi, faire tes études de marché, etc. Une école d'ingénieur, ça va pas être pareil. Donc et puis l'aspect européen où c'est quand même quelque chose, même nous, notre présidente avait pitché devant toute une assemblée en anglais, donc c'est quand même un bon petit laboratoire, comme disait Marie. C'était assez impressionnant. Comment la JE vous a permis, en tout cas votre expérience, comment vous l'avez valorisée
pour arriver où vous en êtes aujourd'hui peut-être? Je vais avoir une réponse un peu particulière, je pense. La JE, en fait, ça te construit durant ton expérience. C'est positif de l'avoir sur le sujet, mais c'est pas le fait de l'avoir sur ton CV qui va vraiment te permettre de différencier. C'est toutes les compétences que tu vas acquérir pendant cette expérience, la posture professionnelle que tu vas développer, qui vont te permettre, quand tu vas commencer à rechercher des stages, des alternances, de te différencier réellement, parce que tu auras fait des projets. La JE va t'apprendre à parler de ces projets, à les mettre en avant. Donc tu sauras te mettre en avant tes expériences. Et surtout, même des choses basiques, mais tu sauras rédiger tes mails, tu sauras avoir des échanges professionnels et des conversations professionnelles, pitcher à l'international aussi, si l'occasion se présente. Donc c'est toute ta posture professionnelle que tu travailles, et c'est pas juste le fait de le mettre sur le CV. Ouais, je suis totalement en phase. C'est pas fondamentalement en fait les compétences que tu vas acquérir, parce que ça, dans tous les cas, en fait, avec tes masters, avec tes cours, tes expériences, tout le monde les aura. En revanche, ce qui différencie vraiment, c'est la manière dont tu abordes les choses, le fait d'avoir pu discuter déjà avec des clients sur des cas très concrets, ça te donne une posture que ne va pas avoir forcément une personne qui n'a pas eu l'opportunité de le faire. Et moi, c'est ce que j'en garde, et c'est toujours les retours qu'on m'a fait, je sais, mais toi, c'est qu'on en a parlé, c'était pareil, des recruteurs qui disent oui, t'as une certaine posture pro, qu'on s'attendait pas à ce que quelqu'un de ton âge ou de ton niveau de master ait. Et donc, c'est ça qui fait vraiment la différence, je trouve. J'ajouterai un dernier point, je pense. Il y a aussi, en fait, quand tu avances en école, tu fais beaucoup de stages, d'expériences, et tu as une vision très micro de la société où tu es, parce que tu es dans un service particulier, et du coup tu as les missions de ce service. Et le fait d'être, comme Clémence disait, dans une petite entreprise, tu vas développer ta vision macro de la société. Donc ça veut dire que quand toi tu vas faire tes tâches, tu vas aussi penser aux autres équipes qu'il y a autour de toi, à une stratégie plus globale d'entreprise qui est difficile à avoir, à part si tu fais des stages dans des petites startups, ce qui est très bien, où du coup tu vas travailler avec vraiment tous les services et développer. Là, tu as vraiment cette possibilité d'avoir une vision et de prendre de la hauteur sur l'entreprise et sur du coup ton poste. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez fait du coup après Escadrille, notamment dans vos stages, dans vos alternances, et après expliquer ce que vous faites aujourd'hui? Moi, je pense que je suis un bon cas pour montrer qu'on n'a pas forcément un parcours linéaire après la JE. Donc moi, j'étais responsable pôle commercial. Et après, j'ai décidé d'aller en plutôt gestion de projet sur le lancement de la stratégie, plan stratégique en fait, dans une banque, Crédit Agricole pour la citer. Et après, en deuxième stage de césure, il y avait un petit secteur coup de cœur que je voulais tester. Je m'étais dit, allez, c'est ça que la JE m'a appris, c'est aussi pas censurer et aller tester des trucs sans avoir... me dire que je suis assez agile pour faire des trucs qui n'ont pas forcément de lien ensemble. Agilité, c'est vrai, point très important. Point important. Et du coup, là, j'ai fait du conseil en mécénat et levée de fonds dans un petit cabinet parisien. J'ai vraiment adoré. Mais après, je me suis dit que c'était un secteur qui avait des limites. Et je voulais un truc avec un plus grand impact. Et donc, je me suis tournée plutôt vers tout ce qui est finance durable. Parce que moi, à l'heure actuelle, je suis vraiment convaincue que c'est plus d'un aspect économique qu'on va régler certaines choses vis-à-vis en fait, des enjeux de développement durable plutôt que en fait, sur un aspect philanthropique. Et donc, j'ai fait une alternance. Je recommande l'alternance. Je recommande fortement l'alternance. Du coup, dans le cadre d'un master en finance à TBS, un master qu'il y a à Paris actuellement. Et donc là, j'ai fait 1 an à la Société Générale, donc secteur bancaire, finance durable, et qui m'a permis d'avoir mon premier emploi aussi là-bas. J'ai continué, parce que franchement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le cadre que ça m'a donné. Et on ne soupçonne pas qu'il y aurait certains métiers en banque. Donc toujours aller découvrir, aller au-delà des idées reçues, parce que c'est vrai que banque, on pense que c'est très normé, qu'il n'y a pas des métiers très innovants, alors que là où je suis, je suis en financement structuré, ça parle pas forcément peut-être à tout le monde. Donc si je résume de manière très simple, en gros, nous on travaille sur les financements à long terme des entreprises, que ça soit pour des besoins en fait, de développement de l'entreprise ou alors dans le cas d'acquisition.
Et en fait, mon équipe, on vient mettre des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, au sein de ces financements pour justement en fait lier le financier et l'extra-financier et faire qu'en fait ces entreprises elles s'engagent mais de manière financière sur ces sujets. Et c'est passionnant. Et toi Marie, du coup, après Escadrille, c'était quoi ton expérience ? Alors moi après Escadrille, j'ai continué un peu encore l'expérience Escadrille, cette fois en tant que consultante. Donc j'accompagnais Hooper, qui est une start-up qui donc fait des lames de course pour les personnes qui sont amputées des membres inférieurs, en recyclant du carbone d'anciens A380. Assez spécifique aussi comme projet. Et donc je les ai accompagnés sur une étude de marché, notamment aussi une étude d'implantation à l'international. J'ai continué du coup ma césure un peu dans la même dynamique, mais cette fois chez BPI France, où j'accompagnais aussi les startups, cette fois dans le secteur de la santé, dans leurs projets de déploiement à l'international, des projets d'études de marché, mais aussi des mises en relation avec des experts. J'ai ensuite voulu continuer dans le secteur de la santé, parce que c'était un secteur qui me plaisait, et j'y étais depuis un moment. Cette fois-ci chez Philips, où j'étais bras droit du CEO Europe de Philips, où là c'était des missions beaucoup plus généralistes, très macro, on va dire, sur quelles sont les prochaines startups avec qui on doit faire des partenariats, toujours très dans l'innovation, objectivement. Et après, j'ai voulu affiner un peu mon profil avec des compétences plus financières, qui sont pour moi des compétences clés pour bien comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Et notamment, on a fait le même master en alternance avec Clémence, donc le master BIF qui est à Paris. Et là, j'étais en alternance dans un fonds d'investissement en tant qu'analyste. Et là, mon objectif, c'était j'analysais des dossiers de start-up pour savoir si on pouvait les financer ou non. Donc on dit que c'est du financement dilutif parce qu'on prend des parts au capital de la start-up. Donc on va financer, mais on va aussi accompagner la start-up durant plusieurs années, en moyenne 3, 4, 5 ans. Donc voilà, et aujourd'hui, donc après cet aspect très fonds d'investissement, je suis partie en start-up, où là, je suis donc Chief of Staff du CFO. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis donc plus en français, ça serait bras droit du directeur financier de la société. Et je travaille dans une société qui s'appelle Pascal, qui développe des ordinateurs quantiques. Donc on développe une solution, donc on dit full stack, c'est une solution qui fait du software et du hardware. Donc on développe la machine et le logiciel qui va sur la machine. Et donc on vend un ordinateur quantique qui est donc un super calculateur. L'objectif c'est de pouvoir soit calculer beaucoup plus vite qu'actuellement, soit pouvoir calculer et consommer beaucoup moins d'énergie pour le faire, soit pouvoir déjà faire des calculs qui sont aujourd'hui impossibles à faire. Clémence, tu parlais tout à l'heure de ton expérience dans le mécénat. Tu disais que pour toi, il y avait des limites. Pourquoi tu penses qu'il y a des limites Alors, limite, je m'entends, je voudrais pas froisser les personnes qui travaillent dans le mécénat. Je vais peut-être commencer par rappeler ce que c'est le mécénat, parce que c'est peut-être pas familier pour tout le monde. En gros, le mécénat, c'est le fait d'allouer en fait, des fonds pour soutenir différentes causes. Et en fait, moi, je sais que j'ai découvert le mécénat par l'angle culturel. J'adore aller dans les musées et ça me passionnait de savoir comment un musée se finance. Et le mécénat fait partie des manières de financer, par exemple, un musée. Et en fait, quand j'ai commencé à un peu creuser le sujet, je me suis rendu compte que le mécénat, c'est vraiment pour toute cause sociale et environnementale. Donc ça peut être vraiment pour replanter des arbres, ça peut être pour soutenir des enfants en difficulté scolaire. Donc c'est assez vaste, mais en fait, c'est vraiment financer tous les projets qui vont aider d'une certaine manière à contribuer à un volet social, environnemental ou culturel. Enfin, c'est très vaste. Et sauf que, en fait, en creusant le sujet, je me suis rendu compte que c'était qu'un levier d'un truc beaucoup plus large qui s'appelle la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, là où moi je me sens le plus à l'aise d'agir, c'est auprès des entreprises. Parce que franchement, je trouve qu'elles ont un énorme impact sur l'économie et elles ont tous les moyens qu'un citoyen n'a pas en fait, pour agir et transformer la société. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille plutôt en fait, sur le volet financier.
Et donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la finance durable. Et là du coup, terme encore une fois un peu nébuleux, qui est sorti, qui a un peu pop-up depuis une dizaine d'années. Et là en fait c'est clairement utiliser le financier pareil pour contribuer à la transformation sociale, environnementale de la société. Il y a eu différents produits financiers en fait qui sont arrivés sur le marché depuis quelques années. Les plus connus, en fait, c'est des prêts qui visent à financer en fait, la transition écologique. Et en fait, là, moi, je travaille sur un produit qui est beaucoup plus large. Et c'est pas forcément financer un projet qui contribue à un aspect environnemental, c'est beaucoup plus vaste. Et ça finance en fait juste l'entreprise. Et pour en fait faire évoluer son business model. Et donc notre rôle en tant que banque, en fait, c'est de faire évoluer ces entreprises et de ne pas juste financer et donner de l'argent, mais en fait c'est de leur dire voilà, si vous voulez qu'on continue à vous donner de l'argent, à vous en prêter, enfin prêter plus que donner, et en fait il va falloir atteindre certains objectifs en termes environnemental, social ou de gouvernance. Et c'est à terme en fait, si on ne fait pas ça, si vous ne faites pas ça, si vous ne transformez pas votre business model, en fait on vous prêtera plus ou moins. Et c'est déjà le cas en fait, les fonds d'investissement, je pense que tu as dû le voir. Les fonds d'investissement maintenant, c'est si tu n'atteins pas certains critères, si tu fais pas ton bilan carbone, si tu ne mets pas une trajectoire de réduction des émissions, en fait on te prête moins, voire pas. Donc là en fait il y a un énorme enjeu je trouve sur ça. Et ça va être, moi mon quotidien c'est sur les PME ETI, donc ça vous parle parce que JE, on est vraiment avec ce type d'entreprise, donc c'est des plus ou moins petites entreprises. Ça peut être la petite entreprise du BTP du coin. En fait, comment à terme elle va changer son business pour répondre à ces enjeux. Et ça va passer par je vais faire appel à du béton bas carbone, mes employés, je vais devoir adapter leurs conditions de travail parce qu'en fait, dans 10 ans, ils vont pas pouvoir travailler sous 50 degrés sur leur chantier comme on travaille à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment passionnant. Et moi, je discute tous les jours avec les dirigeants, les directeurs financiers. Et du coup, c'est ceux qui prennent les décisions, donc c'est vraiment passionnant. Et du coup, ça reste quand même un peu du conseil, une forme de conseil. Parce que tu conseilles sur le financement, mais aussi sur des mesures à prendre. Voilà, exactement. En fait, c'est toute cette discussion qu'on a avec les entreprises de qu'est-ce qu'elles sont capables de suivre, de faire, et nous, qu'est-ce qu'on juge. En fait, nous, vraiment, faut nous voir comme une partie prenante. Et on leur fait clairement leur retour partie prenante sur ces sujets. Parce qu'en fait, l'entreprise, elle est accompagnée de diverses parties prenantes. Et nous, on en est une en tant que banque. Et il faut lui dire que nous, on a des engagements à titre banque, en fait. Nous aussi, on doit réduire nos émissions. Et ça passe par l'accompagnement de nos clients. Et donc, on a tous ce dialogue avec eux. Et oui, c'est plus volet conseil, finalement, même plus que finance maintenant. Et toi, dans ton job, est-ce que tu as une branche qui est spécialisée, par exemple, dans la recherche de mesures, ou ça fait partie des tâches, en fait, au quotidien? Mon quotidien, en fait, ça va être... j'ai une entreprise, elle a un financement, elle va décider... Donc moi, c'est qu'avec des entreprises qui sont dans le volontarisme, donc ce n'est pas imposé encore. Même s'il y a différentes réglementations européennes, mais là c'est peut-être un peu trop technique, qui arrivent et qui vont obliger les entreprises en fait à suivre en fait certains indicateurs. Oui, c'est CSRD et tout. Voilà, exactement. Ça arrive en 2026 là pour les entreprises. Et dans tous les cas en fait, là elles viennent nous voir et nous disent bon voilà, j'ai pris conscience que c'est un enjeu pour l'entreprise. Donc je vais devoir mettre des critères dans mon financement, critères ESG. Et donc nous on les rencontre et on va faire une sorte d'analyse de matérialité pour voir quels sont en fait les enjeux de l'entreprise en particulier. On fait vraiment une analyse très fine de ce que c'est un enjeu, des enjeux ESG pour une boîte de BTP, parce que ça va pas être les mêmes enjeux pour une boîte, je sais pas, agroalimentaire. Et donc on va aller regarder aussi les entreprises de son secteur, comment déjà elles suivent ça, quelle trajectoire elles ont pris, quelles ambitions elles ont. Et on va essayer de formuler avec 2-3 indicateurs choisis soigneusement, qui sont très matériels pour le secteur de l'entreprise et qui sont aussi des trucs qui peuvent suivre, parce qu'il faut voir aussi la capacité des entreprises. C'est pas toujours facile en fait de suivre tout ça. C'est pas limpide. Il y a beaucoup d'entreprises là qui pop-up dans ce secteur et on sait pas toujours s'y retrouver.
Donc on est là pour les accompagner sur ça, quoi. D'accord, trop bien. Ouais. Et toi, Marie, t'as eu plus cet axe tourné vers la start-up. Ouais. C'était plus sur ça. Totalement. Pourquoi ce type d'entreprise ouais. Alors, je pense que ça fait sens avec je pense, une des premières phrases de cette interview qui est j'aime quand il y a de l'action et que ça avance. Et je pense que le modèle start-up me convient très bien parce que on va dire que le process de prise de décision est beaucoup plus rapide que dans des sociétés beaucoup plus implantées. En fait, il y a vraiment ce projet on monte un projet, on a des idées, maintenant il va falloir le faire avancer, mais le projet va pas avancer si tu n'avances pas. Donc, tu as peu de ressources, mais souvent des ressources très qualifiées. Et du coup, tu te dis, ok, juste maintenant, on avance, on fait de l'innovation. Et ce que j'ai toujours apprécié, et en fait, j'ai rejoint un peu l'univers startup après un événement qui s'appelle Vivatech, où j'étais assez impressionnée par une société qui présentait un exosquelette. Je disais, aujourd'hui, l'innovation en France permet de faire remarcher les personnes qui n'auraient jamais pu penser pouvoir remarcher. D'ailleurs, ça fait sens avec Hooper aussi. Oui. Mais et se dire, ok, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont innovantes. Ok, moi, je veux être investie dans cette innovation. Et je pense qu'en start-up, il y en a partout de l'innovation. Mais je pense qu'en start-up, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, travailler par exemple dans le secteur du quantique, c'est un secteur en plein développement. Aujourd'hui, on dit l'avantage quantique n'existe pas vraiment, n'existe pas. Il n'a pas encore été atteint, mais il y a un peu cette course actuellement à quel pays dans le monde atteindra cet objectif. Donc voilà, un peu ce côté un peu de challenge, innovation, on passe à l'action. Et j'ai trouvé aussi qu'en start-up, il y avait beaucoup d'équipes très moteurs. Du coup, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tes missions chaque jour ? Donc mes missions vont être les missions du directeur financier. Donc lui, il a ses missions, il y en a qui peut déléguer, et donc il va me les déléguer. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de mission type. Par rapport à comme l'a très bien expliqué Clémence, tout son process, tout son accompagnement. Moi, honnêtement, mon rôle, c'est d'être un couteau suisse, de m'adapter aux situations qu'il y a dans la société à un moment T, aux missions qui me tombent dessus à un moment T. Ça peut être, par exemple, pour faire un peu plus de concret, développer les processus internes, parce qu'elle, c'est une société qui a quelques années, donc là, qui est vraiment dans une phase de structuration de ses équipes, donc un fort besoin de mettre en place des processus pour passer aussi à l'échelle encore supérieure et continuer son développement. Ça peut être aider sur... donc on est une start-up qui a été financée aussi par des fonds privés, donc par des fonds d'investissement. Donc on a des boards, donc préparer les présentations pour les boards, donc les présentations plutôt financières. Voilà, ça peut être aussi travailler sur l'organisation d'un séminaire, ça peut être aussi travailler sur... on va faire des futurs projets avec différents partenaires, que ce soit des partenaires académiques, donc par exemple des laboratoires, ou travailler avec d'autres entreprises et faire un peu des activités avec d'autres entreprises. Donc moi, je vais arriver aussi sur ces missions pour l'aspect financier, pour préparer des business plans, pour échanger et travailler, trouver les bonnes équipes avec qui faire matcher. Et voilà, mais les missions, ma mission, c'est je m'adapte. J'ai quand même des compétences plus dans tout ce qui est conseil, finance, stratégie, mais je m'adapte aux missions qui tombent. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier ? Peut-être que toi, du coup, c'est le fait de faire plein de trucs, parce que c'est assez vaste quand même. Ouais. C'est ça. C'est ça, totalement, tu as très bien compris. Moi, je pense que j'ai besoin d'avoir des missions très diversifiées. J'ai un métier un peu touche à tout. Le CFO me dit un peu couteau suisse. Et ça, j'aime bien parce que j'aime bien travailler sur un projet, un mois après partir sur totalement autre chose, travailler à l'international, à l'Europe, mais après travailler avec les équipes en interne en France. J'aime cette diversité de missions et ça me plaît et je pense que c'est là où je suis forte aussi. C'est pas forcément dans une compétence précise, mais c'est le fait de savoir m'adapter, de prendre de la hauteur
et voilà, d'arriver à faire en sorte que tout fonctionne. Au final, ça ressemble beaucoup à un peu de chef de projet. C'est faire en sorte que ton projet fonctionne. Juste, j'ai beaucoup de projets différents et c'est ça qui me plaît. Et moi, pourquoi j'aime mon métier ? Parce que je me sens utile. Moi, c'est ce que je recherche au-delà des compétences, c'est plus me sentir utile au quotidien. Et le secteur de la finance, c'est pas mal innovant sur ce sujet aussi. Dans le sens où ce que je fais aujourd'hui, je sais que quand ça va évoluer, ça se trouve dans 3-4 ans, mon métier n'existera plus. Et en fait, il y a énormément de réglementations qui arrivent sur ces sujets. Ça se normalise un petit peu. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même une carte à jouer dans ce secteur à l'instant T. Et moi, c'est ce qui me plaît. Et puis, travailler en fait sur des sujets de transition environnementale, sociale, c'est juste passionnant. Et moi, la diversité que toi, tu retrouves dans tes missions, moi, je la retrouve auprès de mes clients. Dans le sens où il y a tellement d'entreprises, PME, TI, c'est tellement vaste en fait. On ne soupçonnerait pas qu'il y ait autant de types de business qui existent. Et c'est ça, moi, qui m'enrichit chaque jour, en fait. C'est toutes ces petites boîtes que je vois arriver avec différents niveaux de maturité. Il y en a, ils n'ont même pas de responsable RSE en interne. Les autres, ils ont déjà fait une strat depuis 5 ans. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça passionnant. C'est vrai que c'est un peu le point commun. Enfin, au final, on aime s'adapter. Parce que toi, du coup, tu vois quand même... de ce que tu me racontais, tu vois beaucoup de sujets très différents. Donc à chaque fois, tu dois appréhender vraiment les secteurs d'activité. Même si la mécanique reste la même. Oui, bien sûr. Même si le process, à chaque fois, tu dois monter en compétence sur un nouveau secteur. Et je pense que c'est une des qualités qui est un peu clé à Escadrille, c'est de savoir s'adapter très rapidement. Et c'est ça que tu apprends aussi en rejoignant Escadrille. Et tu peux l'appliquer de manière, du coup, totalement différente dans ton quotidien. Pour les étudiants qui nous regardent, et même nous, en fait, quand on regarde un petit peu tout le parcours de nos alumni, on se dit, mais je savais pas que ça existait ce métier-là. Donc, comment, en fait, on fait pour finalement trouver notre voie quand on est à TBS ou en école en L3, quoi. Moi, je pense que honnêtement, ça va être un conseil assez bateau, mais juste, il faut essayer. Enfin, il faut faire des choses, essayer, et c'est le seul moyen de savoir si y a des métiers qui vous plaisent, il y a des métiers qui vous plaisent moins. Même autre que parler de métier, quelle mission dans votre quotidien vous avez envie de faire, dans quoi vous êtes bon et dans quoi vous voulez aller aussi après. Et ça, c'est vraiment le plus important, mais il faut juste être toujours en action et ne pas être passif vis-à-vis des... Attendre que l'opportunité parfaite arrive. Elle n'arrivera pas, il faut se la créer et il faut y aller, quoi. Ouais, je pense que un peu pareil. Et ne pas être fâché avec l'idée que parfois, il faut se laisser porter. Et nous, on nous vend trop les parcours très linéaires où il faut faire tel stage pour avoir tel stage, pour avoir tel truc. Et moi, je pense que ça, il n'y a pas de chemin royal. Et qu'il faut arrêter d'écouter aussi ce qu'on nous dit parfois et qu'il faut juste aller vers des trucs qui nous plaisent. Donc ce sera du bateau, mais c'est quand même... faut pas être fâché avec cette idée de tester plein de choses, quoi. Et puis logiquement, si tu fais toujours des choses qui te plaisent, tu vas aller vers un métier qui te conviendra à la fin. Et ça se ressentira pour les recruteurs en fait, si tu as fait des choses dont tu sais que tu as aimé, tu sauras en parler. Et ça ressortira beaucoup plus. Et ne pas oublier les soft skills. On ne cesse d'y revenir. Mais c'est vrai, en fait, cette posture, savoir parler de ce qu'on fait, ne pas ressortir et cracher un truc bateau pour faire plaisir. Ça, c'est important. Et sur les expériences aussi, je pense qu'il faut... vous allez avoir plein d'expériences, des expériences positives et négatives. Et je pense qu'il faut vraiment se dire que dans tout, il y a du bon. Et analyser un peu les expériences que vous avez vécues et de vous dire... Ok, ça c'était négatif, mais au final, ça m'a appris que je veux absolument pas faire ce secteur, ou je veux pas faire ces missions, ou pour moi, les soft skills sont importants avec mon manager, donc je veux un manager avec des soft skills. Enfin, il y a un moment, il faut aussi... toutes les expériences que vous allez vivre vont vous servir à quelque chose, même si sur le moment, elles peuvent être négatives, parce que des fois, il y a des stages qui se passent plus ou moins bien. Mais il faut juste continuer à avancer, tester et apprendre de toutes les erreurs et toutes les expériences qu'on fait. Ok. Mais écoutez, merci pour vos partages d'expérience et ces petits conseils. Je voulais un petit peu finir cette vidéo avec
un format un peu informel. Est-ce que vous auriez par exemple, Clémence, est-ce que tu aurais des recommandations culturelles à nous donner? Écoutez, là c'est l'experte. En podcast peut-être, Chaleur humaine. Moi j'aime beaucoup ce podcast, ça parle de divers sujets sur la transition énergétique, multiples facettes sur ce sujet, c'est passionnant, il y a vraiment des intervenants très intéressants, donc je vous le conseille. Et sinon après, pour sortir un petit peu du cadre, juste la série des podcasts sur les top chefs en fait. Dean Power, c'est le podcast de Louise Aubéry, alors plus ou moins fan de la personne qui l'interviewe, mais cette série est vraiment passionnante et moi j'adore les métiers de la cuisine. Et je trouve que ça donne une dimension justement de montrer qu'un truc qui est souvent mal jugé comme secteur et comme parcours, en fait a une facette bien plus prestigieuse et entendre parler des gens qui sont à fond dans ça, je trouve ça passionnant. Je pense que vous avez tous les avis culturels grâce à Clémence. Moi, je pense que j'aurais plus un conseil de vie un peu plus global. Ce serait de voir la vie comme un peu un plateau de jeu et de vous dire que vous jouez avec les cartes que vous avez dans vos mains, mais que les cartes vont changer dans votre développement et en fonction des tours que vous allez faire dans le jeu. Et en plus, il y a des éléments extérieurs du jeu, par exemple, carte prison, je le souhaite à personne. Mais des cartes extérieures qui vont vous dire, malchance, ou vous jumpez vers une nouvelle case qui va être positif ou négatif. Vous pouvez pas prévenir l'avenir. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est vous avez vos cartes en main, vous prenez les décisions avec les cartes que vous avez en main et continuez d'avancer et tout se passera bien. Du coup, on arrive sur la fin de cette vidéo. On va faire la tradition qu'on fait sur les voltigeurs et maintenant sur les insiders. C'est qui est-ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes comme invité? Je commence. Allez. Moi, j'aimerais bien voir Nicolas Lebrun, qui est mandat du coup en dessous de nous. Et il est dans un secteur qui est passionnant et je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Il est dans l'IA. Et donc plutôt conseil IA et il en parle super bien donc ça pourrait être vraiment intéressant. Totalement. Et moi je conseillerais donc Carla Pomes qui était la responsable audit et qualité sur notre mandat toutes les deux, qui elle a fait beaucoup d'expériences professionnelles en alternance, un parcours en fonds d'investissement, donc en plus on a évoqué le sujet des fonds d'investissement donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se diriger dans ce secteur en finance. Et en plus après TBS elle a fait un double diplôme avec les mines, donc un profil commercial et ingénieur. Donc je pense que ça peut être une vraie plus-value. Donc merci, on espère que ces invités pourront se prêter à l'exercice. Et merci Clémence et Marie d'avoir joué le jeu aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes des Insiders.